On s'intéresse aux interférences produites par trois trous Young. On commence par réaliser un schéma avec l'axe optique ici, une source ponctuelle. On va tracer la marche des rayons lumineux qui sont issus de la source S et qui vont au point d'observation M. Alors, on va commencer par repérer la direction des rayons lumineux qui vont venir interférer en M. Tous les rayons qui arrivent en M sont parallèles aux rayons en pointillé que je viens de dessiner et qui passent par le centre de la lentille L2. J'en déduis que, en particulier, le rayon qui émerge du trou O2 et qui va aller ensuite au point M à la marche que je représente ici. Et de même, j'ai un rayon parallèle ici qui est issu de O1 et qui, après passage par la lentille, arrive en M. Avant le plan des deux trous O1 et O2, comme la source S est placée au foyer objet de la lentille L1, les rayons lumineux issus de la source S émergent parallèlement à l'axe optique après passage par la lentille L1. Donc voici les deux rayons parallèles à l'axe optique qui sont issus de S et qui passent par O1, O2 et qui vont venir ensuite au point M. Alors on constate que au point M parviennent deux rayons lumineux qui sont issus de deux rayons distincts depuis la source S, ce qui montre que ce dispositif fonctionne par division du front d'onde. Si on regarde les chemins optiques, comme la source S est positionnée ici au foyer de la lentille L1, elle est conjuguée de l'infini. Autrement dit, à la sortie de cette lentille L1, on trouve des ondes planes. Et si je repère ici en vert, par exemple, j'ai différents plans d'ondes. Et j'en déduis que les deux trous O1 et O2 sont contenus dans un même plan d'onde, ce qui signifie que les différences de marche qui vont apparaître au point M vont intervenir après le plan O1-O2. Pour le calcul de la différence de marche, ici, on est obligé d'utiliser la propriété de stigmatisme de la lentille parce que le schéma qui est représenté ici ne fait pas apparaître en fait l'épaisseur traversée dans le verre de la lentille et il serait donc faux de calculer des longueurs pour calculer la différence de marche. Donc avec le stigmatisme de la lentille, on va aussi utiliser le principe de retour inverse de la lumière. On va placer une source ponctuelle, fictive, au point M. Et on va envisager maintenant les rayons lumineux donc, émis par cette source ponctuelle. Comme cette source ponctuelle se trouve dans le plan focal de la lentille, cette source est conjuguée de l'infini. Et comme cette source est décalée par rapport à l'axe optique, les rayons lumineux qui émergent donc de cette lentille-là sont inclinés par rapport à l'axe optique et je peux représenter par exemple ici en jaune des surfaces d'onde relatives à la source qui est placée au point M. Ça signifie que les chemins optiques depuis la source M jusqu'à chacun de ces plans d'onde, voilà, comme je dessine ici, sont égaux. Les temps de parcours donc de M jusqu'à un plan d'onde que j'ai représenté en jaune ici sont égaux. Et si je poursuis, eh bien j'en déduis que les temps de parcours de M jusqu'à O1 et de M jusqu'à H sont égaux. Ça signifie, avec le principe de retour inverse de la lumière, que les temps de parcours dans l'autre sens sont aussi égaux. Et j'en déduis que le chemin optique O1M est égal au chemin optique ici. Voilà, on retrouve donc avec la propriété de stigmatisme de la lentille que entre une surface d'onde et une autre surface d'onde, donc ici un point M, enfin réduite à un point M ici, conjuguée par une lentille, les temps de parcours, les chemins optiques sont égaux, quel que soit en fait le rayon lumineux suivi. Et ça signifie que la différence de marche peut être localisée ici, entre O et H, et on va pouvoir écrire que entre O et H, on a la différence de marche delta. Donc ce que je vais écrire ici, la différence de marche, c'est l'indice donc de l'air ici, fois la distance OH.
Et on va exprimer cette distance OH en faisant intervenir le produit scalaire U. Alors pour utiliser une expression simple de OH faisant intervenir le vecteur unitaire U, alors je précise que le vecteur unitaire U correspond à l'orientation des rayons lumineux depuis le centre de la lentille vers le point M. Donc c'est vraiment la direction des rayons lumineux qui émergent donc des deux trous, ici O et O1, et qui vont ensuite jusqu'au point M. Donc on peut l'écrire avec un produit scalaire faisant intervenir U et le vecteur OO1. Et donc on a en fait ici la différence de marche pour ces deux trous ici O et O1. Alors si on revient maintenant à l'exercice qui nous est proposé avec trois trous de Young, O1 peut être une véritable ouverture percée dans le plan qui contient les trois trous, et O peut être finalement un point de référence, et c'est ce qu'on va choisir ici. On va considérer que O est le centre donc des trois trous. Et on va utiliser ce point de référence pour exprimer tous les chemins optiques de O1 à M, de O2 à M et de O3 à M en fonction de ce chemin optique de référence de O à M. Les trois trous, O1, O2 et O3, sont situés au sommet d'un triangle équilatéral de côté A, et on appelle O le centre de ce triangle. Alors il est facile du coup d'exprimer les vecteurs position des trous O1, O2 et O3 par rapport au point O. Pour le trou O1, on a OO1 qui est égal à A sur racine de 3 EY. Pour O2, on va voir cette fois-ci une composante suivant l'axe des X qui va être égale à A sur 2. Et sur l'axe des Y, on va avoir moins A sur 2 racine de 3 EY. Et de même pour OO3, on va avoir une composante suivant l'axe des X qui va être moins A sur 2 EX. Et une composante sur l'axe des Y qui va être moins A sur 2 racine de 3 EY. Pour exprimer les composantes du vecteur U, on va utiliser l'inclinaison de ce vecteur par rapport aux différents axes. Admettons que sur ce schéma, par exemple, on ait représenté seulement l'axe des X et on voit le point M positionné avec son abscisse X. Je vais faire intervenir ici un angle alpha et je peux écrire que tangente alpha c'est X sur F', où F' est la distance focale de la lentille. Comme la lentille travaille dans les conditions de Gauss, l'angle alpha est nécessairement petit et je peux écrire que alpha est à peu près égal à X sur F'. Je pourrais aussi définir de la même façon l'angle bêta qui détermine l'inclinaison du vecteur U par rapport à l'axe des Y. Et je définirai ainsi un angle bêta qui pourrait être défini comme étant Y sur F'. Ces angles alpha et bêta, c'est ce qu'on appelle les cosinus directeurs du vecteur U, et ils permettent d'écrire le vecteur U dans la base x, y, z sous la forme x sur F' EX plus y sur F' EY. Et on a maintenant exprimé tous les vecteurs qui vont nous permettre de calculer, grâce à des produits scalaires, les différences de chemin optique. Alors la différence de chemin optique O1M moins OM, où O est le centre, donc doit être négative puisqu'on l'a vu sur le schéma précédent. La différence de marche, c'est le trajet supplémentaire parcouru le long du rayon qui allait de O à M était égal à OH. Et donc cette différence de chemin optique doit s'écrire moins NR OH. On utilise donc le produit scalaire dont on avait parlé précédemment, c'est-à-dire U scalaire OO1. Et en utilisant les expressions précédentes des vecteurs U et O1, on va trouver moins NR AY sur racine de 3F', puisque en fait le vecteur O1 n'avait de composante que suivant le vecteur Y.
Alors de même, on peut calculer la différence de chemin optique O2M moins OM sous la forme moins NR U scalaire O2. Alors il est confortable quand on a des interférences à l'infini, comme c'est le cas après le passage par les différents trous, puisqu'on choisit d'observer dans le plan focal d'une lentille convergente. Donc il est confortable d'écrire les différences de marche sous la forme d'un produit scalaire, ici, entre le vecteur unitaire qui donne la direction des différents rayons lumineux, et puis un vecteur position de chacun finalement des rayons, vecteur position de l'origine de ces rayons, ici O1, O2, O3, et puis vecteur position exprimé en fonction d'un point de référence. Ici, pour des raisons de symétrie, j'ai choisi O, le centre des trois trous. Alors, en développant le calcul du produit scalaire, on arrive à cette différence de marche, O2M moins OM égale moins NR, facteur de AX sur 2F' moins AY sur 2 racines de 3F', et on a une expression tout à fait similaire pour la différence de chemin optique O3M moins OM, donc qui va s'écrire sous la forme, cette fois-ci, NR, en fait tous les signes moins vont se simplifier, donc on va trouver NR AX sur 2F' plus AY sur 2 racines de 3 F'. Et là, on a calculé donc tous les chemins optiques des trois ondes qui passent par O1, O2 et E3 par rapport à une onde fictive qui passerait par un trou fictif placé au point O. De sorte qu'on va pouvoir écrire les vibrations lumineuses comme suit. Pour la première vibration lumineuse qui passe par le trou 1, on va l'écrire comme étant égale à la vibration lumineuse de l'onde fictive qui passerait par le trou O fois une exponentielle de moins I et delta phi qui serait en fait un retard de phase, donc de O1 par rapport à O. Et ce retard de phase, c'est précisément lié à ce qu'on a calculé précédemment, c'est-à-dire que le retard de phase de O1 par rapport à O, c'est 2pi sur lambda 0 fois la différence de marche O1m moins OM. Et cette différence de chemin optique, on l'a calculée précédemment. Et on va pouvoir en déduire du coup que la vibration lumineuse de l'onde qui passe par le trou O1 est égale à la vibration lumineuse d'une onde fictive qui passerait par le trou fictif O multiplié par l'exponentielle de 2i pi sur lambda 0. On retrouve l'indice de l'air et on retrouve le terme qu'on avait calculé, c'est-à-dire AY sur racine de 3 fois F'. Et on peut procéder de même pour exprimer la vibration lumineuse S2 en M et S3 en M par rapport à cette vibration lumineuse fictive de l'onde qui passerait par le trou fictif placé en haut. Donc on obtient les résultats suivants pour ces deux vibrations lumineuses et ensuite on peut en déduire la vibration lumineuse résultante qui par définition est la superposition, donc ici la somme des trois vibrations lumineuses. Et il va falloir maintenant, à partir de cette vibration lumineuse résultante, calculer l'éclairement qu'on obtient au point M sur l'écran. L'éclairement s'écrit donc ainsi. Il est égal à 1/2 de K fois le module de la vibration lumineuse totale au carré. Après calcul, on obtient le résultat suivant. Et on obtient une expression qui dépend de x et y. Avec l'ordinateur, il est possible de représenter cet éclairement en fonction de x et y. On a obtenu ainsi l'éclairement qui correspond à la fonction précédemment calculée à l'aide de l'ordinateur. On obtient une figure d'interférence particulière qui correspond d'ailleurs à la symétrie d'ordre 3 observée pour les trous. Alors on peut, à partir de cette figure-là, analyser ce qui se passe. Si on se place par exemple ici sur le long de l'axe des X, on va avoir un interfrange le long de l'axe des X, ici par exemple, qui correspond à petit a.
Quand on regarde la formule qui est proposée précédemment, pour le terme qui dépend de y, on voit un interfrange qui est en petit a sur racine de 3, et on constate effectivement ici que l'oscillation, enfin la succession, la périodicité des points lumineux le long de l'axe des y se fait avec une période plus petite.